Bonjour, chers amis de Lorraine enragée. Aujourd'hui, un nouveau panorama de la géopolitique internationale sur une planète post-Trump. Après la destitution de Trump ou la perte des élections par les républicains lors des élections de novembre 2020 aux États-Unis, lors des présidentielles américaines aux États-Unis, c'est aussi une géopolitique en pleine crise du Covid, en pleine pandémie du coronavirus. Alors, deux questions. Est-ce que le Covid a gelé il a certes gelé la vie quotidienne de tous les Européens et de tous les Américains, et ailleurs aussi sur la planète, mais est-ce que les mouvements géopolitiques, les grands bouleversements sismiques récurrents de la géopolitique ont-ils été arrêtés par le coronavirus? Eh bien, je réponds non. Ensuite, les élections de Trump ont-elles changé quelque chose à la politique internationale des États-Unis, à l'impérialisme américain pour faire court? Également, je réponds non. Pourquoi ? Parce que la géopolitique habituelle des États-Unis, celle qui a été forgée par l'amiral Mahan à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, celle qui a été amorcée notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes par le président Teddy Roosevelt, qu'on ne confondra pas avec le président Roosevelt qui était aux commandes des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la géopolitique qui a été forgée après le second conflit mondial sur base des thèses de Mahan et sur base aussi des thèses du Britannique Alfred John Mackinder, qui lui avait préconisé le containment, c'est-à-dire l'endiguement de la Russie après la conquête par le tsar Alexandre II de l'Asie centrale, ce qu'on appelait à l'époque le Turkestan russe et qui comprenait à peu près toutes les républiques socialistes soviétiques de confession majoritairement musulmane. Après la Seconde Guerre mondiale, donc un certain Spijkman, qui est d'origine hollandaise, va synthétiser Mahan et Mackinder et en faire la doctrine de l'OTAN. On va donc contenir la Russie, on va l'empêcher d'atteindre les mers chaudes, ce qui était déjà la politique britannique à l'époque de la guerre de Crimée entre 1853 et 1856. Donc rien n'a changé. Trump a probablement donné l'illusion, ou il a essayé de mettre un frein à cette frénésie impérialiste américaine, celle que nous connaissons depuis toujours, mais il n'y a certainement pas réussi, et l'État profond, dans sa version, dans son aspect strictement militaire, n'a pas cessé d'avancer ses pions sur la carte ou sur le globe terrestre, sur la carte du monde ou sur le globe terrestre. Donc il y a quand même plusieurs points qu'il convient de souligner, qui prouvent que Trump est tout de même resté dans le cadre de cette géopolitique américaine de Mahan et de Mackinder et de Spijkman. On doit tout de même rappeler, premièrement, je vais citer 6 points, qui est la crise du coronavirus et la présence de Trump à la Maison-Blanche n'ont certainement pas arrêté. Il faut se rappeler, premièrement, que Trump a essayé d'acheter le Groenland, j'y reviens, que la politique anti-chinoise de Trump est tout à fait dans la ligne d'un endiguement, cette fois de la Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine devient une puissance navale, j'y reviens. Ensuite, le Caucase est redevenu, en septembre, pendant les 2 derniers mois de la présidence de Trump, le Caucase est redevenu une zone en ébullition, une zone de turbulence géopolitique
particulièrement violente, même si on peut dire que ce ne sont pas tellement les services américains qui se sont mêlés de la politique arménienne et qui auraient surexcité les Turcs et les Azéris de passer à l'action et de reconquérir le Nagorno-Karabakh. Ce sont plutôt les services britanniques que les services américains, mais néanmoins, les turbulences dans le Caucase servent évidemment une politique d'endiguement bien palpable. Ensuite, il y a eu, pendant la présidence Trump, du moins pendant la dernière année en 2020, les fameux accords d'Abraham qui scellent une alliance entre Israël d'une part et les pays arabes d'autre part, notamment les pétromonarchies du Golfe, mais aussi le Maroc. Il y a donc une alliance israélo-arabe et non plus un conflit israélo-arabe. C'est une donne qui a changé tout à fait l'équilibre des forces qui était en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément depuis l'émergence sur la carte du Proche-Orient de l'État d'Israël en 1948. Ensuite, la Méditerranée occidentale est entrée en turbulence, en zone de turbulence, est devenue elle aussi à son tour une zone de turbulence dans la mesure où la Turquie cherche à s'approprier les eaux territoriales de la Grèce et de Chypre pour des raisons assez précises que je vais expliquer. Et ensuite, on peut considérer que l'ennemi principal des États-Unis, qui est pourtant considéré comme un allié dans la narration atlantiste, qui est la narration dominante en Occident, c'est que l'Europe occidentale, donc l'ennemi principal, est véritablement entrée dans un vortex, disent certains géopoliticiens, dans un vortex de désordre, de déclin, et de guerre civile latente. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la Suède, qui sont des États désormais totalement perturbés par une immigration délirante qui opte pour la violence, exactement comme l'ambassadeur des États-Unis naguère, il y a déjà quelques années, si pas une dizaine d'années, avait apporté son soutien aux banlieues contre l'État afin de créer un désordre permanent qui va nous affaiblir pendant plusieurs décennies. Alors, je dirais que l'Europe est actuellement, notre Europe, c'est-à-dire tous les pays d'Europe, sont actuellement encerclés autour de zones de turbulence qui sont particulièrement dangereuses pour notre avenir. Cette zone de turbulence s'étend désormais à l'Atlantique Nord avec les visées américaines sur le Groenland et sur l'Arctique, où certes il y avait une présence russe le long des côtes de la Sibérie septentrionale, avec un instrument qui était tout de même la fierté de l'Union soviétique et puis de la Russie de Poutine. Ce sont les brises-glaces qui permettaient d'ouvrir cette voie de communication beaucoup plus rapide et beaucoup plus courte entre d'une part les ports du Havre pour les Français, d'Anvers pour la Belgique, de Rotterdam pour les Pays-Bas et de Hambourg pour l'Allemagne. C'est la voie de communication la plus rapide, la plus courte entre l'Europe et l'Extrême-Orient, le Japon, la Chine et la Corée. Donc l'Europe court désormais le risque d'avoir au nord, dans l'espace scandinave, dans l'espace arctique et dans l'espace sibérien, d'être soumise à une zone de turbulence géopolitique qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Ensuite, la façade atlantique de l'Afrique subtropicale, l'Afrique du Nord subtropicale,
la principale façade atlantique qui est constituée par le royaume chérifin du Maroc est désormais stratégiquement liée aux États-Unis et à Israël et aux pétromonarchies. Donc nous voyons que la Méditerranée est désormais solidement encadrée, d'une part par le Maroc, par la position de Gibraltar et par la présence d'Israël qui n'est pas une entité mythique. Je ne la considérerais pas comme une entité mythique, mais comme un pion justement des impérialismes anglo-saxons qui avancent justement leur pion au plus profond des mers intérieures. Or, la Méditerranée, il suffit de regarder une carte, est une mer intérieure, comme est une mer intérieure le golfe Persique et la Baltique. Donc, les stratégies anglo-saxonnes, les Britanniques jusque à la veille de la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ils dépendaient déjà entièrement des États-Unis, et c'était d'ailleurs la volonté de Churchill. Il s'agissait de parier sur les pays baltes, comme aujourd'hui sur l'Estonie, qui a une politique radicalement anti-russe. Il s'agissait de bien occuper la Méditerranée orientale, à Chypre, en Égypte, le long du canal de Suez, et forcément en Israël, en introduisant d'abord le foyer national juif en Palestine sous l'impulsion de Sykes, les accords Sykes-Picot, et la politique de protectorat britannique en Palestine après l'effondrement de l'Empire ottoman. Bien, donc la façade méditerranéenne, la Méditerranée est verrouillée à l'est et à l'ouest sans que les puissances européennes n'aient un mot à dire ou n'aient une présence stratégique en ces endroits, que sont Gibraltar d'une part, la côte orientale de la Méditerranée et Chypre qui est quelque peu délaissée. Ensuite, il y a une fois de plus le Caucase. Le Caucase paraît évidemment pour nous qui vivons en Europe occidentale, paraît être quelque chose de très éloigné et de passablement exotique, mais le Caucase est un lien absolument important entre l'océan Indien et l'océan Arctique. Je reviendrai probablement dans une émission ultérieure sur cet aspect. Le Caucase permet la liaison via la Volga, via les canaux qui rejoignent les grands lacs russes Onega et Ladoga, la mer Blanche et la Caspienne. Je ne le répéterai pas suffisamment, les gens ne sont pas conscients, je suis contraint de répéter qu'il y a là une ligne très importante que l'on connaissait d'ailleurs depuis la plus haute antiquité, partiellement avec les marchands d'ambre qui se rendaient de la Baltique en Égypte. On l'a connu avec les Vikings qui descendent des fleuves russes ou qui descendent la Volga pour déboucher d'une part dans la mer Noire, d'autre part dans la mer Caspienne et aller commercer avec les Perses et avec le califat de Bagdad. Donc il y a des routes très importantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les navires américains apportaient, les Liberty Ships, apportaient des munitions, du matériel aux soviétiques par Mourmansk et Arkhangelsk dans le nord. Le front soviétique a tenu sur toute la ligne jusqu'à la Caspienne. Par la Caspienne arrivait du matériel fabriqué en Inde par l'océan Indien, par le chemin de fer transiranien, par la navigation sur la mer Caspienne, par la navigation fluviale sur la Volga qui a risqué à un certain moment d'être interrompue par une éventuelle prise de Stalingrad par les troupes allemandes, hongroises et roumaines, puisque les Hongrois et les Roumains y ont joué un rôle assez important, mais c'est aujourd'hui
la même chose. On a voulu reconstituer dans les routes de la soie, mais sans une intervention directe de la Chine. Donc, les routes de la soie, on dit que c'est un instrument de l'impérialisme commercial chinois, c'est une évidence, c'est vrai, mais ici, la route partait de l'Inde, traversait l'Iran, la Caspienne, débouchait par des voies de chemin de fer dans le Caucase et plus particulièrement en Azerbaïdjan, passait par la Caspienne par voie maritime intérieure et pouvait déboucher évidemment dans les ports de Mourmansk et d'Arkhangelsk comme pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à la nouvelle navigation arctique sur la route de la soie maritime arctique, la route de la soie du Nord, que les Chinois appellent ainsi. Mais de là, on pouvait passer très rapidement à Hambourg, Rotterdam, Anvers, Le Havre. Bien, donc là, une zone de turbulence a failli se pérenniser dans le Caucase pour interrompre ce trafic que les anglo-saxons connaissent très bien, puisqu'ils l'ont exploité en utilisant l'armée soviétique comme chair à canon contre leur adversaire principal, qui à l'époque était évidemment l'Europe encadrée, volens-nolens, bon gré, mal gré, par l'Allemagne de l'époque. Et la Méditerranée orientale est le quatrième point que je voudrais souligner ici pour terminer cette première partie de la fresque géopolitique que je compte vous offrir. C'est la Méditerranée orientale. Il y a la Turquie reste membre de l'OTAN, elle n'a pas été franchement critiquée pour son action de soutien à l'Azerbaïdjan qui arrangeait plutôt les Russes que les Occidentaux. Elle n'a pas été fustigée pour sa tentative de s'emparer des eaux territoriales grecques et des eaux territoriales cypriotes, deux États qui appartiennent à l'Union européenne. Mais il est un fait que dans les traités de la région parisienne après la Première Guerre mondiale, vous savez très bien que l'Empire ottoman a été démantelé et que Atatürk a essayé et a réussi avec son armée de partisans à récupérer tous les territoires qui devaient être occupés par la France, par l'Italie, par la Grèce et par la Grande-Bretagne sur le territoire turc actuel, qu'il a accepté la rétrocession de tous les territoires arabes qui avaient appartenu à l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Palestine, le Liban, la Syrie et l'Irak, plus de larges portions des zones côtières de la péninsule arabique. Il y a renoncé en se réclamant d'un nationalisme turc, différent du nationalisme arabe, différent de l'islam, mais ce nationalisme néanmoins privait la Turquie des ressources énergétiques et pétrolières du Caucase, certainement, qui était resté russe, et de Mossoul et Kirkouk dans le nord de l'Irak, qui sont peuplés par des tribus kurdes qui sont virtuellement indépendantes à l'heure actuelle depuis la partition et l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Donc, la Turquie, à l'époque d'Atatürk, n'avait pas une population aussi importante qu'elle ne l'a aujourd'hui, avec ses 83 millions d'habitants. La Turquie était beaucoup moins peuplée, avait beaucoup moins d'énergie, et Erdogan, qui a parié sur les industries naissantes de la Turquie actuelle dans des zones non urbaines, et notamment dans l'est de la Turquie, a besoin d'énergie pour conserver le soutien de cette nouvelle classe sociale turque, et il est prêt à, bien entendu,
à affronter la Grèce et Chypre et à relier les eaux territoriales turques aux eaux territoriales libyennes, où il soutient l'une des factions, de façon à bénéficier aussi du pétrole libyen. Il y a là une guerre de l'énergie, et cette guerre de l'énergie n'est pas en Méditerranée orientale n'est pas condamnée par l'Union européenne, tout simplement parce que le gaz et le pétrole, le gaz naturel azéri pourra passer par la Turquie, puis par la Bulgarie et alimenter ainsi l'Union européenne, les pays de l'Est de l'Union européenne, notamment la Hongrie et l'Autriche. Et l'autre gazoduc, celui qui passe sous la mer Noire, va également alimenter cette partie de l'Europe. Ce sont des gazoducs dont on parle moins que celui de la Baltique, le Nord Stream 2, qui crée une pomme de discorde entre les États-Unis et l'Allemagne, qui sera alimentée par du gaz russe. Mais ce qui est nouveau, et qu'il faut le dire, c'est que l'Allemagne développe actuellement une stratégie énergétique qui parie sur l'hydrogène. L'hydrogène couplé au gaz russe donnerait une autarcie énergétique au centre industriel du continent. D'où l'hostilité des États-Unis à Nord Stream 2, que nous connaissons bien, et ce qui justifie aussi les manœuvres militaires récurrentes de l'OTAN dans les pays baltes, qui jouent exactement dans la Baltique le même rôle que joue Israël en Méditerranée orientale. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai esquissé ce qui constitue l'encerclement de l'Europe par des nouvelles zones de turbulence géopolitique qui se sont constituées précisément pendant la crise du Covid et et surtout à la fin, dans les 2 dernières années du mandat de Donald Trump, qui, dans le cours de ces 2 dernières années, n'a pas vraiment pu s'opposer à l'État profond comme il l'avait promis à ses électeurs. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous très bientôt pour parler de l'Arctique, pour parler de la façade atlantique, de la Méditerranée, du Caucase et de la politique turque. Je vous remercie et à très bientôt.